Bonjour, bienvenue à tous pour cette quatrième édition du podcast Le Relief. Nous sommes avec un nouvel invité, euh, Vincent. Je te laisse te présenter. Bonjour, du coup, moi c'est Vincent, je suis 3D artiste du coup, puisque c'est un petit peu le thème du podcast, Le Relief. Hem, voilà, je pense que peut-être que je commence par, donner un petit peu mon parcours, Eh comment ça ben, s'est c'est passé. exactement ça. C'est décris ton parcours et ce qui t'a amené ici. Petite présentation. Donc mon parcours, j'ai fait, une école dans le centre de Paris, qui s'appelle Créapol. À l'issue de cette école-là, donc j'ai voulu me spécialiser dans le jeu vidéo. Bon, c'est une filière un petit peu bouchée, donc ça a pas forcément très bien fonctionné. Donc, j'ai cherché un peu de l'emploi à droite à gauche et j'ai commencé à travailler à Atomic Digital Design. C'est, une entreprise qui fait des filtres Snapchat, Instagram, donc, il y a déjà, une personne qui a pu en parler précédemment, dans le podcast. Attends, ça marche encore les filtres Snapchat en 2025? Parce que je sais pas, hein, Ah, parce qu'il faut parler aux c'est gens. Les gens sortis d'école, ils te disent: «Attends, le mec, il te parle de filtres Snapchat en 3D». J'ai l'impression que, ça parle pas à tout le monde. Les gens, ils pensent plus, à des films d'animation comme Fortiche, je sais pas, les animations Brawl Stars, par exemple. Mais alors personne pense c'est à des vrai filtres que Snapchat, tu vois? Je vais essayer de recentrer un peu, mais voilà. C'est vrai que les filtres Snapchat, Instagram, ça a eu, son apogée à un moment donné, il y a quelques années. Maintenant, c'est vraiment une technologie qui fonctionne plus du tout. Donc, on a évidemment quand même certaines marques qui continuent de communiquer dans ce sens-là, mais ça reste très limité et c'est plus un gros vecteur de communication, comme ça a pu l'être il y a quelques années. Et donc, ça m'a permis de faire mes billes, d'avancer un petit peu, dans le domaine de la 3D, de développer mes compétences en animation, en texturing, en shading et aussi en optimisation puisque c'est un des points très importants des filtres Snapchat, Instagram, c'est l'optimisation de la 3D et ça m'a permis du coup de développer de bonnes compétences là-dedans et d'avoir un panel, assez large, de sujets à pouvoir traiter. Donc, voilà un petit peu, quel est mon début de parcours. À l'issue, de cette expérience à Atomic Digital Design, j'ai été contacté, par, une amie qui, m'a permis de rentrer, dans une autre entreprise qui s'appelle Omi. Omi, c'est, une entreprise, qui est à destination des marketing et son but, c'est, de, permettre à tout type de personnes, de mettre un pied dans la 3D et de pouvoir faire ses communications, visuelles, produits, très rapidement, très aisément avec un SaaS en ligne. Donc, on modélise, les produits, des clients, ensuite on leur met à disposition et on, les met ensuite, enfin, ils sont capables directement, en fait, dans l'application, dans le SaaS, de jouer avec ces produits sur des templates, sur, des scènes préfaites ou, des scènes qu'ils peuvent créer eux-mêmes de zéro et ça leur permet de créer leur communication visuelle, pour toute l'année, directement. OK, donc si je récapitule, filtre Snapchat en première expérience et après dans le produit. Exactement, ouais. OK. C'est pas banal parce que quand on s'imagine des gens qui sortent d'école, on s'imagine intermittence, à bosser pour des petits films, pour des petits courts métrages. Donc voilà, Alors c'est pas banal j'ai et commencé en intermittence à Atomic Digital, Design, et assez rapidement, je suis passé en CDD puis CDI et par contre, je suis arrivé directement en CDI, à Omi, mais c'est vrai que le monde de la 3D au global, c'est beaucoup de l'intermittence, du freelance, et cetera. OK, OK. Si tu devais dire comment dire? Un top 3 des projets sur lesquels tu es le plus fier? Alors, je sais pas si j'ai le droit Des de projets que tu as le droit ouais, tu le droit de montrer et de dire évidemment. que j'ai le droit de Ça ç divulguer, ouais. ça peut être du perso, ça peut être du atomique, ça peut être une autre boîte, ce que tu veux. Tant que Alors, c'est montrable et tant que ça te fait kiffer, tu vois? C'est le cœur qui compte aussi. tout à fait, je peux dire que j'ai travaillé, sur, un très joli projet pour, Lancôme, filtre Snapchat, Instagram à l'époque. Est-ce que tu as des images d'ailleurs? Est-ce que tu as encore des insights de Alors, ça je ou sais pas? pas si j'ai encore des images, mais j'essaierai de te retrouver des images, Parce que le but c'est qu'on montre, justement en vidéo pour que ça parle, un j'essaierai peu de à te des gens. retrouver des images de ça et ça avait fait une très jolie communication, on avait, quand même, Julia Roberts en effigie, pour l'occasion, donc c'était pas mal. À Atomic toujours, j'avais travaillé avec, Lil Nas X, sur un de ses clips, vidéo.
Alors je me souviens plus du Le nom. clip qui l'a fait buzzer à l'international, enfin qui l'a fait connaître mondialement, non? C'est pas, Je sais pas si c'est le clip qui l'a fait connaître mondialement. Je te retrouverai le nom, de la musique en question. mais j'ai la visu, du clip, il y a un espèce d'arbre, il y a un espèce de serpent Exactement, tout à fait. avec plein de gens tout nus et tout. Exactement, voilà, c'est exactement ce clip-là. Donc c'était très intéressant. OK, bah, trop cool. Hem, Sur ta dernière expérience professionnelle, qu'est-ce que ça t'a apporté globalement? Tu peux dire en termes de carrière, en termes de relationnel, mais qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, au final? Ouais, bien sûr, donc du coup, ma dernière expérience professionnelle, c'est du coup, celle toujours en cours à OMI. Il faut savoir que quand je suis arrivé à OMI, je suis pas arrivé en tant que 3D artiste directement, je suis arrivé en tant que directeur de production 3D. Donc du coup, le challenge que j'ai eu un peu dès le début, c'était de structurer une équipe, qui était pas encore, tout à fait existante. Donc ça m'a permis du coup de structurer cette équipe, de recruter des nouvelles personnes et donc c'est toute cette, partie, management, organisation de l'humain, développement, d'une technologie qui est pas encore, très développée, et j'ai du coup appris pas mal de nouvelles compétences là-dessus, donc beaucoup de soft skills plus que des skills à proprement parler. C'est, principalement ça que ça m'a apporté. Je pense que ça a été très intéressant, très, formateur. J'ai été, accompagné, de personnes, très intéressantes, qui ont permis de créer cette équipe, qui à ce jour, tourne très bien. Donc, Tu bossais sur quel soft avant que tu arrives d'ailleurs? C'est important aussi de parler de ça. alors ils bossaient sous Blender, donc, OK, et moi je suis venu aussi parce que j'avais cette expertise sous Blender. OK, c'est pas un énième studio qui bossait sur Cinema 4D ou Rhino? C'est OK. Non, non, effectivement, il y avait en fait cette volonté d'utiliser, Blender, comme logiciel gratuit et open source et c'est la partie open source qui est très importante là-dedans, dans le sens où on peut rajouter le code qu'on veut à la structure de Blender pour ensuite en faire un objet SaaS, dans le web et donc pouvoir, aisément, faire venir d'autres personnes et interagir avec le logiciel dessus. OK. Est-ce que pour les gens, un peu plus jeunes qui vont nous écouter, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un SaaS? Tu vois? Parce que les gens, Ouais. ils connaissent pas trop, ils pensent plus agence, boîte de prod, du free et tout, mais SaaS, peut-être que ça perd un peu les gens, tu vois? Est-ce qu'on peut expliquer ça d'un point de Alors vue, un SaaS au sens, strict, c'est une plateforme en ligne dans lequel on peut se connecter et effectuer des actions. Donc, ça peut être, par exemple, pour ceux qui travaillent en freelance, ou en intermittence, ils sont, fréquemment confrontés à Payfit, qui est un logiciel de paie. Payfit, c'est un SaaS en ligne à destination B2B, donc business to business, qui permet de gérer, toute la paie interne d'une entreprise et du coup d'avoir un certain nombre de credentials, de connexions qui s'effectuent et de gérer tout ça. mmh. Omi, c'est, la même chose, c'est un SaaS, donc un certain nombre de personnes, en B2B également, qui se connectent, sur un site en ligne et qui ont accès à un catalogue, catalogue de leurs produits, catalogue ensuite, plus généraliste qui leur est mis à disposition et avec ce catalogue, ils peuvent créer, leur scène et mettre à disposition, ce qu'ils veulent. Il faut les commander évidemment et ça leur permet de créer toute leur communication, plurimédia, donc ça peut être de la PLV, ça peut être de la télévision, mais c'est quand même essentiellement du réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, et cetera. Et ouais, ça automatise, un format quoi, au final. C'est, oui, c'est une enfin là, ça on crée plutôt un nouveau format, d'exécution de la 3D, OK. mais globalement, oui, c'est l'avantage, c'est que tu as une plateforme en ligne, c'est aisé à utiliser et tu peux mettre toutes tes équipes dessus. OK, OK, ouais, je vois. Parce que même moi aussi, ça me perdait un peu et j'avais pas forcément l'habitude, d'entendre ce mot donc soit pour les nouvelles ou des gens qui connaissent déjà, mais c'est quand même un peu bien de le rappeler. Bah, tu as un peu répondu avant, mais je voulais te demander, si tu pouvais expliquer ce que tu faisais précédemment, heu, dans la boîte. Tu sais, ça peut être gestion du stress des équipes, rendez-vous d'affaires avec des clients pour que les gens comprennent un peu mieux. Tu vois? Rentrer un peu plus dans le lore, tu sais, Alors c'est aussi, gérer les gens en interne, essayer de comprendre, peut-être il y a un conflit entre X et Y, tu vois? Tous ces trucs-là. Rentrer un peu plus dans le custom, tu vois? alors quand on gère de l'humain, il y a forcément des conflits. Après, mon but, ça a toujours été de régler de manière très pacifique, sans que ça impacte, ni les équipes, ni le point de vue RH.
Ça s'est toujours très bien passé. Pour la relation client, j'ai été en relation avec certains clients effectivement dans des sujets un peu plus, complexes. Disons qu'on a on peut dire qu'on a différents types de clients, une classification des clients aussi. Il y a des clients plus premium que d'autres, plus luxe et ces clients plus luxe ont besoin d'un accompagnement plus, avancé et c'est sur, ces clients-là, sur lesquels je peux intervenir. Bah, tu sais, je parlais plus au niveau, par exemple, je te prends un exemple concret. Dans une agence, par exemple, je sais pas, ils doivent fournir une série, mais ça prend du temps, ça prend du retard. Je sais pas, par exemple, il y a, Michel ou Bernard ou, Sophie qui stressent. Est-ce que, par exemple, des fois, tu t'occupais d'aller voir, je sais pas, Michel ou Bernard et tu comment dire? Tu l'aidais pour pas que cette personne stresse? Parce Bien sûr, ouais. qu'on peut avoir affaire à des gens qui ont jamais bossé et qui bossent et ils gèrent mal la pression du stress et ça aussi, on n'en parle pas assez de la pression du stress dans le taf. Et peut-être que là, tu avais un rôle à jouer en mode: «Bah, écoute, on va se poser, on va parler de minutes, on va regarder ensemble ce qui bloque» et ainsi de suite, tu vois? Bien sûr, c'est aussi le rôle du manager de venir, auprès de ses équipes et de gérer cette potentielle pression. C'est aussi le rôle du manager de mettre cette pression, mais de manière, intelligente et constructive. Donc, quand on sait qu'un projet va pas être, livré dans les délais, ça veut dire que ça il y a une problématique interne. Donc, soit on n'a pas mis, soit ça a été mal estimé dès le début, soit on n'a pas mis les ressources adéquates pour livrer le projet. Donc c'est d'une certaine manière de la faute du manager, si je puis dire ça comme ça. Mais c'est purement organisationnel. Donc quand, on met de la pression pour que ça rentre dans les délais, il faut être auprès de ses équipes, il faut les accompagner évidemment, il faut les aider. On doit être sur le floor, avec eux, pour pouvoir être présent, pour pouvoir organiser, tout ça. Parfois, on débloque aussi, dans des situations un peu plus rares, du temps supplémentaire on rémunère du coup les équipes en dehors du temps de travail pour qu'elles puissent, terminer du coup ces projets-là et en fait, c'est toute une organisation donc nous, on avait une chance, à OMI, particulière, c'est que, on a un logiciel d'organisation des productions qui fait qu'on a une vue, très précise de là où on doit aller et c'est un logiciel, qu'on a mis en place, tous ensemble, pour pouvoir du coup gérer la production des modèles 3D des produits des clients, OK. essentiellement et ce logiciel nous permet d'avoir une visibilité très claire de si on va rentrer dans les délais ou pas. Ça nous permet aussi de voir, la charge de production par rapport à la capacité, de production. Donc, c'est vraiment à la fois une gestion, pure des ressources et une gestion humaine qui vient se remettre par-dessus ça, pour pouvoir du coup organiser les équipes et permettre que les productions se fassent, en temps et en heure. OK, OK, je vois. Parce que, je pense qu'il y a pas tout le monde qui a l'habitude d'entendre ça. En mode, on a un outil qui permet de gérer pour voir, si X ou Y, a mis du temps ou pas parce que je pense qu'on fait un taf un peu spécial. C'est pas un film qu'on doit rendre ou c'est pas une scène qu'on doit rendre, en fait, on fait un peu de tout, mais il faut quand même qu'on time le produit qu'on envoie à X ou Y client. Mais je vois. OK. Ouais, ça c'est un point intéressant, et différenciateur, quand on travaille plus davantage dans la publicité par rapport au cinéma d'animation ou aux jeux Mmh. vidéo. Si vous êtes dans le cinéma d'animation, vous pouvez bosser dans la pub et si vous êtes dans la pub, vous pouvez bosser dans le cinéma d'animation. Il y a rien qui est fermé. C'est juste, il y a un petit temps d'adaptation, les pipelines sont différentes, mais en soi, si vous savez faire votre taf, si vous êtes talentueux, il y a aucune raison dans tous les cas. Ouais, tout à fait, c'est des secteurs qui sont pas, fermés les uns aux autres. Néanmoins, c'est des secteurs qui travaillent de manière très différente et qui gèrent les délais de manière très différente. Quand on fait un film d'animation, on a un certain nombre de plans sur lesquels on va travailler, tandis que, lorsqu'on travaille, dans une agence de publicité ou, dans, une production publicitaire, on a, un nombre d'assets. On peut avoir des plans évidemment quand c'est de la vidéo, mais on va souvent avoir, une image fixe par exemple, avec, un nombre d'assets à livrer et donc c'est sur ce nombre d'assets qu'on va, tabler et qu'on va, déterminer, les coûts de production, les temps de production, les ressources à allouer et cetera. Donc, ça se gère de manière assez différente et par contre ça c'est un sujet qui est hyper intéressant, c'est qu'on voit de plus en plus de produits, en fait, qui sont en 3D. Lorsque vous vous baladez dans la rue, lorsque vous êtes, dans votre pharmacie, les publicités que vous allez voir, sont majoritairement en 3D maintenant. On a de moins en moins, de publicités qui sont faites, en photo
Et c'est aussi un sujet, hein, très intéressant, à creuser sur quelle est la place du photographe, en fait, dans ce monde qui se développe de plus en plus dans la 3D. Et en même temps, il y a aussi un autre sujet qui est très intéressant vis-à-vis de ça, c'est, quel est du coup, en fait, les coûts de production, baissent considérablement parce que la 3D coûte moins cher que la photographie. Parce que préparer un set photo, préparer, tous les assets qu'on va avoir besoin pour faire un shoot photo, ça peut coûter très cher. Il y a qu'une seule prise, parfois ça peut être frustrant. La 3D nous permet de, modifier à foison et de manière infinie, la scène et donc, d'avoir des résultats, réplicables assez facilement, à moindre coût. Et donc c'est un point qui est très très important aussi dans le métier de 3D artiste, c'est que les coûts baissent, donc et le nombre de personnes qualifiées augmente. Donc du coup Je pense que c'est un peu ça dans tous les secteurs malheureusement, mais dans la oui, 3D, j'ai l'impression de le voir fois 10 000 quand je ça se voit beaucoup. vois quand je vois sur, X, Twitter, que je vois sur LinkedIn, c'est une folie. C'est ça me fait trop de peine quand je vois toujours quelqu'un qui est en mode, je recherche quelque chose, open to work, mais on sait qu'on est open to work, tout le monde est open to work. C'est parce qu'on sait, votre prod, elle finisse dans 3 mois, mais dans 3 mois, vous avez pas forcément de comment dire? De vue sur l'avenir, donc évidemment, il faut s'assurer ses arrières, mais ça me fait trop de peine quand je vois ça. Évidemment que des artistes comme ça, ils aimeraient être engagés pour, 2 ans. Je sais pas, je prends aussi des illustrateurs, tu vois? Des gens qui taffent dans la BD. Évidemment, ils aimeraient avoir des échelles plus grandes ou, je pense c'est même peut-être les rig artistes, je sais pas, mais quand tu un rig, ça prend pas 10 ans à faire. Une fois que tu as fait le rig de tes personnages, bah, il est fait. Donc en soi, on a plus besoin de Exactement, ouais. toi. Mais c'est vrai que dire à quelqu'un: «Tu vas faire du rig pendant 2 ans», je pense que le mec, il sera le mec ou la nana, tu vois? Ou le mec ou la meuf sera quand même, plus sain d'esprit et je pense qu'enlever, cette espèce, d'épine de fer que tu as sur la tête en mode: «Putain, dans 3 mois, faut que je retrouve un job et en même temps, faut que je fasse mon job bien». Je pense qu'il y a des gens qui seraient moins stressés, tu vois? D'avoir, un peu cette pérennité-là. Je pense qu'il y a différents, types de profils. Il y a des profils effectivement qui recherchent le CDI, qui recherchent la stabilité. Tu as d'autres profils qui au contraire, sont assez, heureux de la façon dont fonctionne ce système. Et qui aiment du coup aller de studio en studio, et qui, ont réussi à pérenniser un petit peu, leur profil, auprès de différents studios et donc de pouvoir avoir plusieurs missions. C'est plus rare, mais Faut les trouver, hein. Je crois que j'en connais aucun. À moi j'en part, connais quelques-uns, mais ouais, ça se compte sur les doigts de la main, on est d'accord? ouais, c'est assez Ouais, rare ça se compte sur les doigts de effectivement. la main. Mais il y en a qui apprécient en tout cas du coup ce système-là, qui est très, très avantageux, quand justement on arrive à trouver du travail. Mmh. Donc Oui, c'est toujours, ce C'est un truc-là. peu délicat. Mais par contre, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est, donner des petits conseils pour, les jeunes qui veulent postuler en 3D, notamment lorsque puisque j'ai quand même été pas mal confronté à du recrutement. Je peux dire un truc? Oui, bien sûr. Dans le CV, pas plus de 3 couleurs, s'il vous plaît. Voilà, c'est Par tout. exemple, ouais. Alors ça dépend, je dirais qu'il y a pas forcément de règles à proprement parler, mais votre CV, effectivement, il doit être concis, simple, clair, avec une photo de préférence. Si vous travaillez en France, c'est quand même quelque chose qui est souvent demandé. À l'étranger, pour le coup, c'est un peu Les différent, c'est règles pas changent, ça nécessaire. dépend des pays, j'ai l'impression. Bon, je crois qu'on m'avait dit en Angleterre, c'est pas du tout conseillé, un truc Ouais, comme ça, tu exactement, vois? voilà, ça dépend des pays, donc renseignez-vous, sur, selon le pays, pour pouvoir savoir si vous mettez une photo ou pas, par exemple. Mais soyez clair, concis, mettez les liens, les hyperliens de vos portfolios, de vos, éventuels, démo reels, et cetera, directement dans votre CV en hyperlien, qu'on puisse cliquer. Puisque ce que va faire le recruteur lorsqu'il va ouvrir votre mail, il va chercher 2 choses. Il va chercher, à voir si vous écrivez bien, déjà. Donc si vous avez, une élocution, et un parler, correct avec, du coup que vous sachiez simplement un peu vous exprimer sur ce que vous voulez, que ça correspond au job et la deuxième chose qu'il va chercher, c'est les liens vers vos portfolios. Et très important, votre portfolio, il doit mettre en avant vos travaux, principaux, directement en lumière, puisque le recruteur va passer quelque chose comme 15 secondes maximum, pour voir si ça fait le job ou ça fait pas le job. Ça sera pas plus de 15 secondes. Je pense que c'est important parce que, tu sais, quand on envoie un CV, on a toujours des petites pâquerettes dans les yeux. «Ah oui, il va prendre le temps de tout lire». Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent: «On va passer beaucoup de temps sur leur CV», mais on se rend pas compte, quand tu reçois 400 CV, tu as pas le temps de passer
10 minutes sur un CV, faut arrêter et que ce soit des professionnels ou Tout à pas, fait, tu ouais. vois? Parce que dans les gens qui postulent, il y a des professionnels et il y a des juniors. Donc il faut écrémer, il faut aller vite. Mais c'est la réalité, en fait, c'est mais si vous savez ça, faites un CV en fonction de ça. Faut s'adapter. De toute façon, Exactement, tout ouais. a été question d'adaptation dans ce monde, j'ai envie de te dire. Et faites un Donc ouais. CV plutôt court, concis, les liens, les hyperliens toujours visibles et sur votre portfolio, il vaut mieux avoir peu de projets qualitatifs que beaucoup de projets et beaucoup de variétés qui perd en fait le recruteur. Si vous avez 3 projets très qualitatifs, sur ArtStation mettons et que, on peut cliquer sur ces 3 projets, voir quelques images dessus et voir qu'il y a un certain standing de qualité, qui vise le métier auquel vous prétendez, ça suffit. Pas besoin, d'avoir, quelque chose de très étoffé et de très complexe. Je pense que c'est important aussi pour, tu as parlé de ArtStation, tu vois? Mais c'est les gens aussi sur ArtStation, il faut travailler ses miniatures. Ah oui, tout à fait. Parce qu'on voit beaucoup de gens, ils sont talentueux, mais les miniatures, elles donnent pas envie de cliquer. Et je suis désolé, mais travaillez un peu vos miniatures, mettez des fonds sympas, évitez les fonds gris, sombres que quand on a 3ds Max, on fait ça et c'est le premier truc auquel on pense. Parce que je pense qu'il y en a tellement des trucs comme Oui, ça. ça c'est impératif et surtout pour les jeunes sortis d'école, effectivement les miniatures, c'est le la première chose que le recruteur va voir. Et si vous avez une miniature très moche et quand vous cliquez malheureusement, bah, du coup, c'est quelque chose de très abouti, très fini, et bien, il y a des chances que le recruteur n'aille pas jusqu'à cliquer tout simplement. Il voit les miniatures, il voit que ça ne fonctionne pas, que ça va pas le faire. Donc il va tout simplement fermer le portfolio, vous envoyer un mail automatique vous disant que, voilà, ça va pas le faire, tout Mmh. simplement. Après, il y a toujours des recruteurs curieux, mais je pense que c'est pas tout le monde. Faut partir Non, bien sûr. En de cet fait, a priori-là. ça dépend aussi quel type de structure vous visez. Lorsque vous visez une structure où il y a 10-15 personnes, ils auront le temps Mmh. d'étudier chaque, CV, d'étudier, chaque, l si vous faites des lettres de motivation, ils auront le temps là pour le coup de les étudier, mais sinon c'est vraiment pas conseillé de faire une lettre de motivation. Ils pourront étudier votre portfolio plus en détail parce qu'ils auront pas un nombre de personnes qui postulent très important. Ils auront, peut-être, une centaine, 200 personnes qui vont Après, postuler. des fois sur les FJV, en fait, sur les FJV, c'est un peu bâtard parce que tu vois le nombre de personnes exact et des fois, tu vois 450, 300. Tu dis: «Ah ouais, 300, ça commence à faire un peu». Et 300, ça va encore, hein. Moi, j'ai eu, sur certains postes, 2 500-3 000 personnes qui ont postulé. Ouais, mais tu avais pas clôturé l'offre. Bah, je j'ai clôturé l'offre au bout d'une semaine et demie, quoi. Ah ouais, Donc donc imaginez-vous, enfin, c'est pas d'être à la place d'un recruteur, mais un petit peu quand même, mais 1 500, attends, 2 500 ou 1 500? 2 500-3 000 personnes. 2 500. Est-ce que vous avez le temps, vous, de lire 2 500 CV, plus de cliquer sur les liens et tu t'aperçois que le lien, il marche pas, ou il y a des trucs bizarres Faut ou savoir que c'est quelque chose que vous faites en parallèle de votre travail au quotidien. et imaginez si c'est même pas un comment dire? Quelqu'un de la 3D qui fait ça, c'est une RH et la RH, en fait, bah, Exactement. c'est beau, c'est moche, bah, elle prend pas trop le temps, tu vois? Donc elle prend quelque chose qui lui semble juste et ça se trouve, la chose qui lui semble juste, c'est pas la chose qui semble juste pour d'autres gens. Donc ouais, c'est un tout. Ouais, malheureusement, c'est bête, mais il faut faire juste du beau, en fait. Faut faire quelque chose de beau pour que ça passe les premiers filtres de sélection et ensuite, que, vous puissiez être contacté pour faire un test. Ça, c'est un sujet hyper intéressant aussi, je vois beaucoup d'écoles, qui recommandent à leurs élèves de ne pas effectuer les tests. Attends, comment ça? C'est des échos tu eu des échos, J'ai eu des é des échos d'écoles qui, disent à leurs élèves, du coup, de ne pas faire les tests, parce que, soi-disant, ça doit être rémunéré et cetera. Et vous allez quand même tomber sur beaucoup d'entreprises qui vont vous faire des tests non rémunérés. Par contre, ce que vous devez vérifier, en tant qu'artiste postulant, c'est que ce test, vous puissiez le poster dans votre portfolio. Voilà, ça c'est vraiment important, parce que sinon ça veut dire que vous faites effectivement une tâche, payée pour rien. Donc, il faut bien que ce soit un test qui soit vraiment à la destination d'un test et pas un test qui, sous couvert, est à la fin un projet de l'entreprise et l'entreprise sélectionne le meilleur test pour être ensuite publié. Ça doit pas être le cas. Donc il faut vraiment que ce soit un test que vous puissiez partager dans votre portfolio, que vous puissiez utiliser derrière. Donc vérifiez ça. Test rémunéré, il y a parfois des entreprises qui sont ouvertes à le faire. C'est quand même de plus en plus rare j parce qu'il y a un j'ai grand jamais nombre de trop entendu, personnes. je t'avoue, on Oui, m'a jamais proposé donc c'est assez rare, mais il y a un grand nombre de personnes, en fait, qui sont sur le marché. Quand je vous dis 2 500-3 000 personnes qui postulent pour, 3D artistes,
Imaginez que là-dessus, si on en conserve, allez, ne serait-ce que 1 qui veut faire les tests, si vous avez refusé d'entrée de jeu, ça fonctionnera pas, en fait, tout simplement. Mmh. Donc c'est oui, c'est un marché qui est difficile. Très bon, on a bien dérivé, mais je pense que c'était important de dériver aussi. Hem, Quel a été le client le plus détestable slash irrespectueux, tout taf confondu? Sur un Alors truc dont tu as le droit de parler évidemment. alors malheureusement, je pourrais pas citer de clients, sur ce type de questions, mais Après on peut dire un prénom fictif et tu déformes un peu la réalité. non, ce que je peux te dire en tout cas, c'est un petit peu les patterns, de clients qu'on peut retrouver, Parfait. en production parce que, Ils se ressemblent les patterns, tu dirais, non? voilà, il y a souvent des patterns qu'on retrouve chez les clients, avec, en fait, quand on travaille en agence de publicité, on a souvent 2 typologies de clients bien distinctes. On a le client qui est toujours content et le client qui est toujours mécontent. Donc, globalement, voilà, ça dépend comment sont vendues les choses évidemment. Parfois il y a des couacs, parfois, il y a des quiproquos, ça peut arriver au cours d'une production. Néanmoins, on retrouve vraiment ces 2 typologies de clients où on a un client qui est très convaincu par ce qui est proposé, qui va, faire très peu de feedback et qui va très vite accepter, les versions qu'on lui propose, donc, pour sa communication. Ça, c'est des clients qui sont adorables en général, avec lesquels on arrive à pérenniser, la collaboration et on a, d'autres types de clients qui sont beaucoup plus complexes évidemment et qui, sous prétexte en fait qu'ils ont des retours, qu'ils ont une image de marque qui est très aboutie, ils vont venir chercher, vraiment chaque petit détail. Alors ça peut s'entendre effectivement, surtout dans le domaine du luxe où, on veut effectivement, avoir une image de marque très claire, très ciblée, avec des attentes qui sont, d'un très beau standing. Heu, mais c'est vrai que maintenant si on demande au grand public, de faire la différence entre une image A et une image B, on va dire que, allez, 99 des gens, verront pas forcément la différence ou, ne sauront pas dire si, vraiment, ça apporte quelque chose ou non. Mais c'est peut-être ces 1 là qui sont importants et souvent ces clients du coup font beaucoup, beaucoup de retours, ça dure, énormément de temps. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on pérennise pas ces clients-là parce que, si on arrive à atteindre cette image, souhaitée, à la fin on a des clients qui sont très contents, on a un très beau résultat, et généralement, c'est aussi avec ça qu'on évolue, c'est avec les feedbacks, clients compliqués. Mais c'est évidemment, ça arrive dans toute production d'avoir des complications, d'avoir des clients horribles, d'avoir, des clients qui parlent très mal, mais je ne pourrais évidemment citer aucun client. OK Donc, et et Atomic en vrai? Il y a pas un petit client qui a été détestable ou quelque chose comme ça? alors à Atomic, j'avais pas beaucoup de relations avec les clients à l'époque, donc du coup, Ouais, les c'était prods se passaient relativement voilà, bien, les prods se passaient bien, c'était très filtré en amont. Je pense que le service vente faisait quand même un très bon travail, un très bon travail de cadrage surtout sur, ce qui était possible, ce qui n'était pas possible et je pense que la force de Atomic, c'était, d'embarquer en fait, une partie direction artistique. Ce qui faisait qu'en fait, quand on allait voir une marque pour, lui faire une proposition, alors on lui faisait pas une proposition de produit final, mais on lui faisait une proposition créative et d'exécution derrière. je me rappelle en fait on lui vendait une histoire. Je me rappelle Exactement, parce qu'il y avait des storyboarders là-bas qui exactement, comme des petites BD et tout, qui leur proposaient ça: «Votre parfum il va faire ça, il va faire des tours et tout et à la fin, on pourra faire ça» et je pense que ça, tu te projettes un peu plus quand tu as une exactement. histoire, quand tu as un petit chemin de faire, quoi. Ah, c'est sûr que quand en fait on arrive seulement pour l'exécution et qu'on n'a pas fait toute cette ce travail de direction artistique en amont, on peut tomber sur du coup sur ces travers où, le client va dire: «Bah, ça correspond pas à mon image en fait, ça correspond pas à ce que je souhaite». Mais parce qu'en fait ce qu'il souhaite, c'est pas forcément ni clair pour lui, ni clair pour nous. Mmh. Et c'est là que c'est un peu difficile et il peut y avoir des travers. Dans le cas où par contre on a un contrôle complet sur la direction artistique, là on lui a vendu une direction, le client a accepté cette direction-là, généralement ça se passe beaucoup mieux. On peut avoir évidemment du contrôle sur l'image de marque, sur plein de choses, mais ça permet de cadrer quand même pas mal en amont. OK, je vois.
Ça, j'ai trouvé que c'était une question intéressante parce que j'aime bien comme réseau social LinkedIn et Twitter. Et LinkedIn, j'aime bien parce que c'est plus pour le boulot, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de haters de LinkedIn, mais c'est un mini Twitter, c'est un Twitter un peu plus gentil, un peu plus corpo, un peu plus professionnel et moi j'aime bien. Mmh. Est-ce que tu as un mot à dire à tous les gens qui se sont autoproclamés IA artistes sur LinkedIn du jour au lendemain? Bon alors IA artiste, c'est, le nouveau mot en vogue, sur LinkedIn, enfin IA de manière générale. Bon l'IA, ça a ses intérêts, ça a ses limites. Je pense que ce qui est intéressant pour, le public qui peut regarder ce podcast, c'est plus de parler des limites de l'IA à l'heure actuelle, mais en même temps de comment est-ce que, il faut, accepter d'une certaine manière, l'IA dans les productions au fur et à mesure. Hem, Quand on travaille avec des clients, on a, comme je disais, soit une proposition créative, puis ensuite une exécution, soit une exécution directement d'un brief qui peut venir d'un client. Le client, il va avoir des retours. Il va avoir un certain nombre, d'éléments qu'il va vouloir modifier. À l'heure actuelle, l'IA ne permet pas de prendre en compte ces retours facilement. On a encore aussi des soucis de consistance assez importants avec l'IA. Je prends l'exemple du spot, Coca-Cola qui est sorti, très récemment, Tu peux dire McDo aussi? McDonald's également. Ah zut, ils l'ont retiré, je crois. Ils ont retiré effectivement, leur spot publicitaire. Alors c'est des spots qui sont très intéressants. Je pense qu'il ne faut pas, non plus, leur jeter la pierre en disant, que c'est pas bien, qu'ils empêchent un certain nombre de personnes de travailler dessus. Je pense que c'est un choix, une direction, qu'ils ont prise aussi pour justement aller à contre-courant et pour pouvoir, justement faire parler d'eux. Parce que, je sais pas si vous connaissez un petit peu cet adage, mais dire bonne pub ou mauvaise pub, à la fin, C'est de c'est de la la pub, pub. c'est de la pub. Donc C'est je crois que c'est bon buzz ou mauvais buzz, dans tous les cas, c'est un buzz. exactement, donc en fait, Coca-Cola a grandement fait parler d'eux, ils sont passés sur tous les réseaux, finalement, cette publicité, c'est une réussite. Maintenant, si on doit juger de la qualité, finale de la publicité, on voit quand même que par rapport à leur spot de l'année dernière, on a une très belle évolution. Néanmoins, on voit qu'il y a des inconsistances. Je pense aux roues des camions, qui changent d'un plan sur l'autre, je pense, à des éléments qui peuvent un peu flicker, d'une image sur l'autre et c'est quand même des éléments qui sont, lors d'une production, cinématographique à grande échelle, c'est un flickering d'une image sur l'autre, On laisse c'est pas passer ça. c'est impossible, c'est vraiment quelque chose, qui c'est C'est vrai inimaginable sur une grande production. c'est vrai que maintenant que tu le dis, en fait, dans tous nos métiers, il y a quand même un contrôle qualité et j'ai l'impression que Exactement. pour l'IA, on oublie qu'il y a un contrôle qualité et depuis quand on comment dire? On bypass ce contrôle qualité? Ouais, Et c'est vrai. voilà. Je pense que là où l'IA est intéressante par contre, c'est que, elle peut permettre de faire de la pré-production. À l'heure actuelle, hein, je veux dire, parce que peut-être que dans un certain nombre d'années, ça effectivement, ça sera encore plus évolué. Mais dans le domaine de la pré-production, par exemple, je pense à quelque chose de très simple, mais quand quelqu'un fait un storyboard, qu'il a besoin de lui donner des couleurs ou, de faire, quelque chose d'un peu plus, visuel, de générer quelque chose par IA par-dessus, dans un style donné, ou en nourrissant l'IA avec un style donné. Ça peut, donner un aspect, plus intéressant au storyboard, ça peut lui donner de la vie. C'est quelque chose qui est très intéressant du coup. Ça permet en fait de vraiment rentrer, dans un spectre en fait de, je crée ma direction artistique avec l'IA par exemple et ensuite je l'exécute, en 3D ou avec, des méthodes, standards de production. Ça peut être très intéressant. Après l'IA va se développer évidemment, mais je pense que, on verra ce que ça donne dans quelques années, mais je pense qu'il faut pas en avoir peur et il faut au contraire, soit, apprendre à l'utiliser, soit tout simplement, sans enfin, la laisser de côté et se former, on va dire, à des technologies, vraiment avancées. Parce que, dans tous les cas, en fait, il va y avoir un mix de technologies à un moment donné qui va faire que ça va être utilisé, de manière conjointe. Et pour revenir aux gens qui s'autoproclament du coup, IA artistes C'est la question. sur LinkedIn, puisque c'est la question Ça me fait rire effectivement. parce que j'ai vu beaucoup ce titre et je me suis dit: «Putain, mais personne n'en parle de ça, c'est fou quand même». Je Mais pense que pour le moment, ça a pas en fait, IA artiste n'a pas vocation à être purement IA artiste et on le voit justement dans la publicité Coca-Cola, en fait, quand on regarde le making of,
Oui, ils ont fait de l'IA, mais derrière, il y a un travail de post-production, qui est énorme, où ils ont post-produit, toutes les couleurs, ils sont revenus, mettre, des images par-dessus d'autres images, ils sont revenus faire de la rotoscopie, donc en fait, oui, il y a artiste, mais derrière, il y a quand même un certain nombre de connaissances conjointes qui font qu'on a ce résultat-là. Donc IA artiste seul, ça n'existe pas à l'heure actuelle. Ça sera mon mot là-dessus et il y a d'autres compétences qui, permettent d'arriver à ça et je pense que c'est un titre, très alléchant, pour, toutes les entreprises, qui veulent faire un maximum de pognon, mais qui au final n'en feront pas avec l'IA pour le moment. OK, très bien répondu, je trouve. C'est quoi un salaire pour un 3D artiste qui a 2 ans d'expérience que tu trouves juste? Alors c'est très difficile à dire, parce que ça dépend déjà dans quel domaine, tu travailles. 3D artiste généraliste. Bah, généraliste, ça dépend, si tu généraliste dans le jeu vidéo ou si tu généraliste dans la publicité, c'est Bah, pas tu les sais mêmes quoi? salaires. On va faire dans le domaine où tu es, ce sera plus simple. Donc dans le domaine où je suis, moi ce que j'estime comme, réaliste et bien, c'est un salaire qui tourne autour de 35 000 € brut par an. Voilà, pour un middle, c'est à peu près le salaire qu'on va pouvoir voir, dans dans ce domaine-là de manière générale, quand, une entreprise, ne se paye pas notre tête. Donc, en général, ils essayent au maximum de tirer le salaire vers le bas parce qu'il y a quand même énormément de demandes. Mais, si vous avez un joli portfolio, si vous travaillez bien et cetera, vous pouvez prétendre à ce salaire-là à peu près en artiste, oui middle, je dirais qu'à 2 ans d'expérience, c'est à peu près ça. Quand vous êtes en entrée, c'est plus difficile de se vendre. Je vois beaucoup d'entreprises qui tournent autour de 28 000, 27 000 € bruts par an. Essayer de tirer vers 30 000, c'est un peu mieux quand même, et ça sera plus facile de négocier une fourchette un peu plus haute après. Donc, c'est, heu, c'est pas facile, le salaire, en tant que 3D artiste puisque ça dépend beaucoup du domaine évidemment et c'est un monde où il y a énormément de demandes et beaucoup moins d'offres. Donc, généralement, quand c'est ce cas-là, c'est l'offre qui fixe le prix et pas la demande, ce qui est complètement, l'inverse dans d'autres domaines évidemment. Faut être malin. Voilà, il faut être un peu malin et il faut savoir négocier en amont. Généralement, quand vous voyez, plusieurs offres, d'emploi, arriver, simultanément, chez un même studio, c'est qu'ils sont vraiment dans le besoin et donc c'est le moment d'aller négocier un petit peu à la hausse. Ça me fait rire, maintenant que tu en parles, quand tu avais dit des offres dans le besoin. Moi, je traînais sur LinkedIn et je sais pas, il était, 00:00, et là, je vois quoi? Je vois un studio qui a mis une offre en mode: «On recherche un lighting artist et tout, et pour commencer, très récemment», enfin, pour commencer tout de suite, pardon, et l'offre, elle a été postée à 00:00, 1:00. Je me dis: «Mais ah oui, à ce point-là?» C'est quand même chaud, tu vois? Tu aurais pu la mettre à 10 heures pétantes, tu vois? Mais à 00:00, 1:00, qui va la voir? Bon, évidemment, je l'ai vue, mais est-ce que je vais envoyer un mail à 00:00, 1:00? Je ne pense pas. Le mail va tomber dans les pubs et après il y aura mon mail, mais donc ça m'a fait rire ce studio. Je me rappelle plus le nom de ce studio, mais par pitié, ne faites pas ça. Faites-le à des horaires, de grande écoute. Faites-le entre 10 heures et 18 heures. Bon, OK, ça peut arriver 21 heures, des fois 22 heures, mais pas à 00:00, 1:00. Faut Je pense que les gens dorment ou les gens font autre chose, tu vois? Bon, Après sauf en tant qu'entreprise, eux, de toute façon, ils auront quoi qu'il arrive oui, ils auront forcément des candidats parce qu'il y a voilà. forcément des gens qui vont le voir, des gens qui vont candidater, mais je trouvais que c'était un peu fort de café. Voilà. Alors ouais, effectivement, après même pour les entreprises, effectivement, de poster à minuit, heu, votre but, c'est quand même de chercher des candidats qui vont postuler, sur des heures de travail et pas sur, Je sentais que c'était désespéré. Tout était désespéré dans le mail, mais enfin dans le post LinkedIn, bien sûr. ah et c'est vrai pas justement, c'est le moment de négocier quand c'est comme ça. Donc, Donc c'est, ouais. heu, ça Évidemment, arrive. je crois que c'était pour une période de 2 semaines, un truc comme ça, donc c'était vraiment quelqu'un à prendre et à jeter, et Ah oui, oui, donc là, effectivement, intermittence de semaines, c'est difficile, ouais. donc Mais bon, on quand ils sont au pied du mur, généralement, oui, vous pouvez tirer votre bille du panier là, pour le coup. dernière question, du coup, c'est la question, de l'invité, du précédent podcast. Mmh. Quelle a été la réaction de tes parents quand tu leur as dit que tu te lançais dans la 3D? Drôle de question. Alors il faut que je revienne, vraiment en amont, mon parcours, initial là pour le coup, puisque j'ai fait un bac littéraire,
pour, les très jeunes, bac littéraire. À l'époque, on avait bac S, bac ES, donc économique et social et bac littéraire. Il y avait pas vraiment, alors il y avait d'autres filières, technologiques et cetera, mais c'était, on va dire, les, 3 grandes filières générales et il y avait pas ce choix, qui s'effectuait entre différentes filières, entre différentes matières et cetera. Donc on va dire, voilà, bac littéraire, donc j'avais, essentiellement, du français, de la philosophie, et des langues, anglais, espagnol, latin. Donc c'est une école qui prépare, à, devenir professeur, à devenir, à faire, oui, professeur de philosophie, ça peut être, ou à faire de la politique, par exemple. Donc Oui, ça n'a aucun ça rapport. n'a aucun rapport avec la 3D. Et mais néanmoins, c'est quand même une filière qui ouvre pas mal sur, l'art en général, où on nous parle énormément, d'histoire, d'art, du rapport, entre l'art et la philosophie et cetera. Donc en fait, à l'issue, de mon bac L, j'étais pris dans une école très prestigieuse pour faire une Hippocagne. Alors Hippocagne, c'est, Explique pour les gens ouais, parce voilà, que je pour ne les sais absolument pas nouveaux. ce que c'est, mais j'ai déjà entendu ce nom quelque part, Bon, une mais voilà. hypokhâgne, donc c'est une filière en fait où on apprend énormément de choses, dans les domaines philosophiques, de langue, mais plus la langue française et les langues anciennes, latin, grec, qui nous préparent du coup, à faire des études purement, on va dire, intellectuelles. Donc généralement, c'est pour devenir professeur après. Après il y a d'autres évidemment, il y a d'autres débouchés, mais on va dire que c'est la débouché principal. OK, l'hypokhâgne est quand même la façon, pour devenir professeur, la haute école, on va dire. Mmh. Donc c'est pour faire un professeur de grandes écoles et du coup, j'ai décidé de ne pas y aller, malgré le fait que j'étais pris dans une des écoles les plus prestigieuses de Paris, et j'ai décidé de partir, du coup à Créapol, qui est une école, on va dire, C'est une c'est un école, c'est voilà, juste une école. c'est une On école. dira pas plus, on ne dira pas moins. C'est Voilà, une c'est école. une école comme une autre, et du coup, là-bas, ils proposaient du coup de faire 2 premières années où on touche un peu à l'art en général et ensuite, de pouvoir se spécialiser dans divers, domaines, dont le jeu vidéo et donc du coup, c'était la filière que j'avais choisie et quand j'ai choisi, le domaine artistique, c'est vrai que, ma mère essentiellement, était, un peu enfin, elle savait pas trop, sur quel pied danser. C'était un peu déstabilisant pour elle, puisque c'était pas quelque chose de très connu. Néanmoins, elle a suivi et elle m'a permis de m'inscrire, dans cette école et ça m'a permis du coup, d'aller pleinement là-dedans. Je me suis donné, comme j'ai pu et puis je pense que, voilà, le résultat est pas trop mauvais. Je pense que maintenant, elle est plutôt contente du résultat. Donc C'est vraiment, mais un c'est vrai que c'est compliqué au début, ouais. Je dirais pas que ça les a choqués, tu vois? Mais en même temps, tu te dis, «Est-ce que, mon enfant va avoir un travail, vraiment, à la fin, quoi?» mmh, Et ça, tu es moins sûr pour le coup parce qu'effectivement, il y en a beaucoup sur le marché, mais il y en a beaucoup moins qui trouvent du travail, dans le domaine. Ça, c'est sûr. OK, OK. Et maintenant, c'est à toi de poser une question pour le ou la prochaine invitée. Ça, très bon sujet. Je ne sais pas encore quelle question je vais poser, mais je vais réfléchir. Lorsque vous avez commencé à travailler dans la 3D ou à apprendre la 3D plutôt, qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous? Ça peut être, par exemple, le dépliage UV, ça peut être le texturing, ça peut être, la modélisation en tant que telle, d'appréhender du coup les volumes et cetera. Donc ça serait ça ma question et pourquoi aussi? Pourquoi ça a été le plus compliqué pour vous? Moi, j'ai une tech, je pense que c'est sous-coté ce que je veux dire, mais les gens ne le prennent pas en compte. Je pense que le plus dur dans la 3D, c'est pas la 3D, c'est le relationnel. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui oublient que on bosse avec des équipes. Il faut il faut être poli, il faut être courtois et tous ces trucs-là et les gens, ils sont en mode: «Je veux juste faire ma 3D, juste faire des fleurs, low poly, je veux faire des vases, Alors Dior, ça, c'est un point important, ouais. Cacharel, machin chose», mais dans tout ça, il y a quand même un humain, tu vois? Tu parles quand même avec une figure de supériorité pour le patron ou X ou Y et le relationnel, on l'oublie souvent et je pense que ça fait quand même
je vais le dire, 50 du taf. Alors je dirais Peut-être pas que que ça fait, pas ça 50, j'abuse un peu, peut-être 30, mais moi j'y accorde quand même une grande importance et je pense qu'il y a pas mal de gens qui oublient ce côté relationnel. Ouais, c'est important quand même de le souligner effectivement, il y a un côté où, vous allez travailler dans une entreprise, pour des gens, qui, sont soit des investisseurs, soit des patrons qui ont fondé une entreprise à but lucratif. Oui, Donc, à la fin, ça veut dire que ces personnes-là attendent un retour sur investissement, donc vous êtes un investissement, vous devez travailler pour ces personnes-là pour leur apporter de l'argent et ces personnes-là attendent de vous, divers qualités et donc vos qualités artistiques évidemment, vos qualités professionnelles, mais également, vos qualités, de personne et de communicant, pour pouvoir que les projets se passent correctement, tout simplement. Ça veut dire que quand, par exemple, un commercial va vendre un produit, à un client, le commercial va être en relation avec des clients et nous, en tant que 3D artistes, on va être en relation avec des 3D artistes, avec des managers, mais parfois aussi avec des clients. Donc il s'agit de du coup d'avoir quand même un relationnel, assez important, et c'est vrai que c'est assez sous-développé, dans ce je domaine-là. Il y pense a beaucoup on en parle pas assez en vrai. on n'en Je parle pen pas je assez, suis ouais d'accord. et je pense que c'est important effectivement de développer ce relationnel, de sortir un petit peu de l'idée que, le 3D artiste, c'est, le geek, dans sa chambre, qui fait que de la 3D. Le 3D artiste moderne, c'est pas ça, c'est quelqu'un qui sort, quelqu'un qui se cultive, quelqu'un qui va, être en contact avec des clients, qui va être en contact avec des pipelines de production, donc un certain nombre de personnes qui vont manager, et ceux qui deviennent des managers, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, c'est votre but, sont des personnes qui ont un attrait relationnel important. OK, bah, merci. Je te laisse dire le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est, abonnez-vous. Abonnez-vous au relief. N'hésitez pas, si vous avez des Le questions, relief. À chaque fois, oui, à le relief. parce que au début, je veux mettre relief, mais finalement, j'ai mis le relief, mais c'est dur, je trouve, dans la prononciation des phrases, parce qu'il faut dire, le avant, mais voilà, mais le Voilà. relief. Bah, comme ça, tout le monde le saura pour la prochaine fois. Merci encore à toi, Vincent, et Bah, pas de souci. on mettra tes réseaux si tu veux en dessous, ce que tu veux mettre, bien sûr. On mettra, Avec grand plaisir et puis, j'essaierai de vous partager des images également. à la prochaine.